Bonsoir les amis. Vous avez sûrement entendu parler du pouls paradoxal de Kussmaul sans toutefois avoir une perception nette et claire sur ce que c'est. Donc le terme a été utilisé pour la première fois par Kussmaul, d'où le nom, en 1873, lorsqu'il a remarqué un contraste ou une contradiction apparente entre l'absence du pouls radial à l'inspiration chez un patient qui a un épanchement cardiaque et des battements cardiaques qui sont audibles à l'auscultation cardiaque. Mais en réalité, rien n'est paradoxal. C'est la traduction clinique d'une amplification des variations respiratoires du débit cardiaque, comme on va le comprendre dans un moment. Le pouls paradoxal se définit par une abolition du pouls radial à l'examen clinique, à l'inspiration, spontanée non forcée, ou objectivement par une diminution de plus de 15%, soit 12 mm de mercure de la pression artérielle systolique en début de l'inspiration. Vous voyez ici la courbe qui illustre les pressions qui règnent au niveau de l'aorte et au niveau du ventricule droit au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration. Cette montée représente la systole avec un pic systolique de pression et cette courbe représente la diastole. Donc on remarque clairement que au moment de l'inspiration, chez un patient qui a un cœur comprimé par l'épanchement, on a une diminution de la pression artérielle systolique au niveau de l'aorte qui regagne les chiffres normaux au moment de l'expiration. Donc comment expliquer tout ça? Donc vous voyez sur ce dessin schématisé les cavités cardiaques représentées par le rouge, donc avec l'OD, le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Ça c'est l'aorte, ça c'est la veine cave inférieure et là on voit les poumons avec en jaune l'épanchement péricardique et avec en vert on voit les pressions qui règnent en intrathoracique. Donc au moment de l'inspiration, on a une contraction diaphragmatique bien évidemment qui va entraîner une augmentation de la pression abdominale et une diminution de la pression intrathoracique qui dans ce cas joue le rôle de venteuse. Donc il va entraîner une augmentation du flux au niveau de la veine cave inférieure et une augmentation du flux de l'artère pulmonaire. Donc, ce qui va entraîner une augmentation du retour veineux au niveau de l'oreillette droite et par conséquence une augmentation du remplissage du ventricule droit. Ce remplissage va entraîner un refoulement du septum interventriculaire d'une façon importante qui bombe dans le ventricule gauche et qui va entraîner une augmentation des pressions intraventriculaires gauche, ce qui va diminuer, comme vous comprenez, le gradient de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche et donc va diminuer le remplissage du ventricule gauche. Ça d'une part. D'autre part, on a une diminution du flux au niveau des veines pulmonaires car le gradient de pression entre le thorax et l'oreillette gauche, il diminue. Il y a une diminution de la pression d'amont qui est la pression intrathoracique avec une pression au niveau de l'oreillette gauche qui reste inchangeable. Donc, comme je vous ai dit, le gradient de pression va diminuer et donc le sang va stagner au moment de l'inspiration partiellement au niveau
de la circulation pulmonaire et le retour veineux pulmonaire vers l'oreillette gauche, il va diminuer, ce qui va encore entraver et diminuer le remplissage du ventricule gauche. Donc ce ventricule gauche qui se trouve écrasé par le septum interventriculaire et dont le flux de remplissage est très diminué, il va retentir sur le flux d'éjection systolique au niveau de l'aorte, donc ce qui va entraîner une diminution du débit cardiaque et par conséquence une diminution de la pression artérielle systolique, et ce qui va se traduire cliniquement par une abolition du pouls radial et par une diminution de plus de 15% de la pression artérielle systolique. C'est le pouls paradoxal de Kussmaul. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.